Ce garçon était bloqué au niveau 1. À cause de cela, il subissait des humiliations tous les jours, même de la part de son petit frère, le mage le plus puissant. Il s'appelait Kurosaki Rei, le grand frère sans le moindre talent. Pourtant, il n'a jamais renoncé à devenir un mage jusqu'au jour où, dans le donjon du vide, tout le monde a été vaincu. Et à la fin, il fut le seul à rester. Alors que le boss final jouait avec lui, faisant couler son sang, un système est apparu. Il a obtenu le sceau d'une capacité obscure, l'inversion du temps. Il a alors commencé à remonter le temps du monde entier jusqu'à une régression totale dans le passé, à l'époque où il était encore jeune. Mais maintenant, avec la capacité la plus surpuissante au monde, la lumière du soleil traverse la fenêtre, illuminant l'intérieur d'une chambre luxueuse. Sur une table somptueuse, un repas est prêt pour une célébration spéciale. Les domestiques célèbrent la recommandation d'Isaac à l'Académie royale, impressionnés par son jeune âge. Félicitant le jeune maître, sa nourrice lui dit qu'elle a préparé tous ses plats préférés. Remerciant sa nourrice, Isaac Fongoda, âgé de 10 ans, sourit de satisfaction. Puis un autre homme lui offre un cadeau, même si Isaac leur avait dit de ne pas s'en inquiéter. L'homme explique que son fils s'est rétabli grâce à l'aide du jeune Isaac. En acceptant le cadeau, Isaac le remercie pendant qu'un jeune garçon l'interpelle joyeusement. Avec un luth entre les mains, le garçon annonce qu'il va jouer un morceau pour fêter ça. L'homme fait alors remarquer que Jonas est très doué avec cet instrument de musique. Ravi, Isaac lui demande de jouer, et le garçon accepte avec enthousiasme. Le jeune musicien ferme les yeux et commence à gratter les cordes du luth. Soudain, la scène s'assombrit, mettant l'instrument en valeur alors que des voix crient le nom de Jonas. Se réveillant en sursaut, Isaac hurle dans sa chambre, l'air terrifié. Assis sur son lit, il tente de reprendre son souffle, réalisant que ce n'était qu'un rêve. Regardant sur le côté, Isaac réfléchit, se disant que tout cela n'était que des bêtises. En repensant au paysage enneigé, il se désole de ne pas pouvoir retourner à ses jours passés. Des pas fermes résonnent alors qu'il descend les escaliers pour sortir. En s'approchant, il tend la main pour ouvrir une porte en bois. En entrant dans la pièce, un homme annonce que c'est le matin et lui souhaite une bonne journée. Tournant la tête, Isaac a l'air surpris et se demande ce qu'il se passe. En voyant le visage pâle d'Isaac, Lucas lui demande s'il a fait un cauchemar. Isaac explique qu'il a rêvé du passé, d'il y a environ 20 ans. Lui offrant du fromage frais, Lucas lui conseille de ne pas s'attarder sur de vieux souvenirs. Puis Lucas annonce qu'ils vont rattraper l'entraînement d'escrime qu'il a manqué hier. Se concentrant, Isaac se souvient de cette époque. 20 ans plus tôt, à l'âge de 10 ans, alors qu'il allait entrer à l'Académie royale, une mauvaise grippe l'a frappé. La scène passe au manoir où son père discute avec un érudit de la tour de magie. Comme tout le monde le sait, chaque être né avec son propre réceptacle de mana. Cependant, son mana circule de manière anormale, de façon rapide et très instable. À un certain moment, son réceptacle se brise complètement et une vérité longtemps ignorée devient réalité. Le mana dans son corps explose comme un barrage, entrant en collision avec le mana externe. Cette collision provoque une énorme explosion de mana, le faisant crier de désespoir. L'énergie se propage alors dans la pièce, brisant des objets et frappant les gens. Beaucoup sont blessés, et le mana semble se calmer pour exploser de nouveau. Finalement, il déchire la main droite de son petit frère, le laissant dévasté. Avec un regard terrifié, son père s'occupe de lui alors qu'il supplie qu'on l'enferme. Il veut un endroit où personne ne peut lui rendre visite, pour ne plus blesser personne. Puis il se retrouve seul dans une pièce sombre, assis à une table. Pendant qu'il mange, il réfléchit, se demandant s'il avait 15 ans à l'époque. Soudain, Isaac tousse, attirant l'attention sur son état. Inquiet, il interpelle Lucas, qui se tient dos à lui. Regardant sa main, Lucas voit qu'elle saigne, une conséquence du mana. Isaac explique que c'est un symptôme d'empoisonnement au mana dû à sa proximité. Il prévient Lucas que cela arrive quand on est trop près de lui et qu'il a besoin d'un mois de repos. En riant, Lucas lui demande qui prendra soin de lui s'il n'est pas là. L'air indifférent, il demande à Isaac s'il sait qui il est. Lucas lui rappelle qu'il a causé des dizaines d'explosions sans qu'il ne perde un seul cheveu. Mais Isaac dit qu'il ne trouvera personne d'aussi doué que Lucas. Lui disant de partir, Isaac affirme qu'il va méditer et qu'il ne veut pas être dérangé. Lui souhaitant bonne chance, Lucas sourit et lui dit au revoir, ajoutant que ce fut un plaisir. La porte se ferme, plongeant la pièce dans l'obscurité avec Isaac tout seul. Puis il se revoit en train d'être félicité pour quelque chose. La scène change et Isaac est dans une pièce, assis sur une chaise élégante. Il se retrouve dans une scène d'horreur avec du sang et des silhouettes étranges autour de lui. Observant les environs, il commente qu'ils sont enfin arrivés. Levant les yeux, il salue Lucas qui est de retour. Lucas apparaît sur la table pendant que Isaac le regarde, assis. Le visage couvert de sang, Lucas sourit en disant que ça faisait longtemps. Terrifié, Isaac hurle, ne comprenant pas ce qu'il se passe. Les yeux écarquillés, il comprend que Lucas est mort. Après qu'il a craché du sang, il ne l'a plus jamais revu, n'apprenant sa mort que par son père. Une autre explosion de mana a eu lieu ce jour-là, et il a complètement verrouillé la porte. Désormais, le pain est sa seule compagnie dans cette pièce où les jours s'étirent lentement. Il réfléchit, regrettant de ne pas avoir repoussé tout le monde pour éviter tout attachement. En y repensant, il se dit qu'il aurait dû traiter tout le monde plus froidement. S'il avait agi différemment,
peut-être qu'il sourirait encore, à l'abri de la souffrance. Quelques années passent ainsi, et d'autres miches de pain s'entassent, marquant sa solitude. Toujours en vie, il attrape un morceau de pain, sachant qu'il doit continuer. En mangeant ce pain, il décide qu'il doit regarder vers l'avenir et laisser le passé derrière lui. Malgré un vieillissement rapide, il fait des marques sur les murs pour indiquer le passage des années. Pendant 30 ans, il s'est consacré à la magie, apprenant tout jusqu'à n'avoir plus aucun texte à étudier. Maintenant, seule l'intuition et l'inspiration restent pour guider ses études plus approfondies. Celui qui entreprend ce voyage est prêt à affronter tout ce qui l'attend. Dans un monde solitaire fait de mana, il doit s'éveiller à sa véritable essence. Quelques années ont passé, et il trouve enfin un indice pour surmonter sa condition. Se demandant si sa famille a eu des problèmes, il prend un morceau de pain pour manger. En recevant des documents de recherche, il remarque qu'il n'arrête pas d'arriver. Avec ses yeux bleus, il réfléchit au temps qui passe alors que les rides marquent son âge. Puis il pense à son âge, réalisant qu'il a maintenant 71 ans en regardant les marques sur le mur. Des pas résonnent à la porte, et il entend une voix venant de l'extérieur. L'interpellant, le visiteur s'adresse à lui en l'appelant « grand frère ». C'est Jonas, lui demandant s'il dort, sa voix résonnant derrière la porte. Surpris, il demande ce que Jonas fait là. Qu'est ce qui l'a amené à cet endroit? Jonas demande alors s'il peut entrer, attendant une réponse. Le poing serré, Isaac lui dit de parler de lui et sans entrer. Assis dos à dos, Jonas lui demande comment il va. Jonas demande ensuite à Isaac s'il sait qu'aujourd'hui est l'anniversaire de la mort de leur père. Curieux, Isaac demande comment leur père est mort, voulant en connaître les détails. Le prévenant que c'est une longue histoire, Jonas lui demande s'il veut l'entendre. Si cela ne le dérange pas, Isaac accepte, voulant savoir ce qu'il s'est passé. Jonas commence à raconter l'histoire en remontant 30 ans en arrière. D'abord, il y a eu la guerre de succession entre les deux premiers princes. Marmonnant quelque chose, il dit que le monde a l'air d'être un endroit amusant. Il écoute attentivement, s'imprégnant de chaque mot que prononce Jonas. Le regard concentré, il réfléchit à ce qu'il entend. Se remémorant le passé, le jeune Isaac est assis, la tête baissée. Isaac admet que Jonas a un talent pour raconter des histoires avec une bonne narration. Jonas approuve, disant que s'il avait su, il serait devenu poète itinérant. Pensant à la difficulté, il se lamente de ne pouvoir utiliser qu'une seule main. Jonas, baissant la tête, s'excuse auprès d'Isaac pour ce qui s'est passé. Leurs mains se rejoignent dans un geste réconfortant, montrant leur lien. Disant la vérité, Jonas révèle que la famille lui en voulait mais qu'il leur manquait aussi terriblement. Malgré la rancœur, leur amour pour Isaac était immense selon Jonas. La voix étouffée par l'émotion, Jonas affirme qu'il l'aimait profondément. Jonas regrette de ne pas avoir vu Isaac une dernière fois, exprimant à quel point il leur manquait. S'interrogeant sur la dernière fois, Isaac entend Jonas parler d'une porte qui s'est ouverte. Alors que la guerre faisait rage, des monstres jamais vus auparavant sont apparus, causant de terribles atrocités. Songeur, Isaac se dit que s'il était arrivé plus tôt, les choses auraient pu être différentes. S'avançant vers la porte, des traces de sang marquent le sol pendant qu'il réfléchit. En ouvrant la porte, il est surpris de voir le sol taché de sang. Là, son père gît mort sur le sol, une épée plantée dans la poitrine. Jonas fait remarquer que c'est un miracle que leur père ait réussi à parler si longtemps malgré ses blessures. Soulevant son père, Isaac le soutient en disant qu'ils ne peuvent pas rester là éternellement. D'un pas ferme, il commence à quitter la sombre et douloureuse pièce. Portant son père sur son dos, il monte lentement les escaliers en laissant l'endroit derrière lui. Sentant à quel point son père est léger, Isaac demande pourquoi il était si maigre, s'il avait été affamé. En ouvrant une grande porte, la lumière du soleil le frappe, annonçant une nouvelle voix. Son père a l'air sans vie, le visage pâle et fatigué, marquant ses adieux. À l'intérieur du hall détruit, les corps de monstres et de gardes sont éparpillés sur le sol. Avec son père mort, il se tient devant le manoir alors que la neige commence à tomber. Tendant la main, il sent les flocons de neige et dit à Jonas qu'il neige. Le sol étant gelé, il décide d'attendre le printemps pour enterrer leur père dans la crypte familiale. Après tout cela, il pourra lui aussi reposer en paix. Les branches sèches d'un arbre s'étirent contre un ciel bleu azur. Sur l'une des branches, une petite feuille verte bourgeonne à côté d'un papillon blanc. Un papillon blanc se pose au sommet d'un pieu en bois, brillant dans la lumière. Dans le champ verdoyant, un Isaac vieilli s'approche d'une tombe fraîchement creusée. Tenant un cristal bleu dans sa main, il observe la scène avec une expression sérieuse. La paume ouverte, il tend le bras dans un geste d'offrande. Puis Isaac fait apparaître une boule de feu dans sa main, prouvant sa maîtrise. Levant les yeux au ciel, il dit à Jonas qu'il a enfin atteint son but. Il serre le cristal bleu dans sa main, satisfait d'avoir surmonté sa constitution particulière. Finalement, le vieil Isaac s'effondre au sol, inconscient ou mort. Le corps à terre, il se demande s'il peut être pardonné pour ses actes. Un portail en ruine avec une épée plantée montre un endroit désolé et triste. Une ville en ruine, le paysage complètement détruit, pleure le passé. Allongé sur l'herbe verte, Isaac se repose paisiblement en regardant le ciel. Une lueur dorée l'entoure, indiquant la fin de son long voyage. Une voix demandant au jeune maître s'il a fait un cauchemar résonne dans la pièce. Alors Isaac se demande si c'est Hans, mais se rappelle vite qu'il est mort il y a longtemps. Se réveillant d'un cauchemar, Isaac ouvre les yeux,
dérangé par la lumière du soleil. En se levant, il voit le soleil, en sueur et pâle, l'air effrayé par le rêve. À côté de lui, un homme lui demande s'il a mal dormi en remarquant son état. Isaac se demande si c'est un rêve ou si sa vie défile devant ses yeux. À pas pressés, l'homme s'approche en appelant le jeune maître. Isaac, à la fenêtre, dit à Jonas de descendre de l'arbre, le prévenant du danger. Surpris, le jeune maître le gronde, disant qu'il va bien. Jonas, le sourire aux lèvres, tient une bouteille de vin à la main. En criant, Jonas appelle Isaac, faisant signe du haut de l'arbre. Les yeux écarquillés, Isaac prononce le nom de Jonas en l'observant depuis la fenêtre. Jonas célèbre joyeusement du haut de l'arbre tandis que Isaac l'observe avec angoisse. Puis il se penche à la fenêtre en se disant que ce n'est pas un rêve. Isaac réalise alors qu'il est retourné dans le passé, prêt pour un nouveau voyage. Dans un monde solitaire où seul le mana et lui existent, il doit éveiller sa véritable essence. Lâchant prise sur ses pensées et perspectives passées, il se libère de ses chaînes. Finalement, il devient sa véritable essence, trouvant son but. Le regard déterminé, Isaac est prêt à affronter tout ce qui l'attend dans sa nouvelle vie. Dans la pièce, les servantes nettoient le désordre laissé par le jeune maître qui a fait une autre crise. En passant la porte, un serviteur se dit que la personnalité du jeune maître est devenue sensible à cause de sa maladie. Entendant les plaintes, Hans s'irrite et décide de leur donner une leçon. Arrêtant Hans, une main agrippe son bras, l'avertissant qu'il en a fait assez. Se tournant vers Hans, le jeune maître déclare que ces gens n'avaient pas tort dans ce qu'ils disaient. Demandant à Hans de reculer, le jeune maître l'avertit qu'il s'est encore blessé juste en étant près de lui. Le regard sérieux, Hans encaisse les mots du jeune maître en réfléchissant à la situation. S'agenouillant, Hans fait face au jeune homme en déclarant que son maître se trompe. Réaffirmant son soutien, Hans dit au jeune maître qu'il est de son côté et qu'il traverse juste une période difficile. Hans assure au jeune homme qu'une fois tout cela passé, cette mauvaise passe sera oubliée. Le sourire aux lèvres, Hans parle de la vie, ignorant sa fin tragique dans une explosion. Dans le château, un corps gît sur le sol, montrant les conséquences pour ceux qui s'en souciaient. Réfléchissant à cette perte, il réalise qu'il était la cause de toutes ces morts. Dans un flashback, on voit un garçon heureux en train de jouer, contrastant avec la réalité actuelle. Regardant le paysage, le jeune maître décide de ce qu'il doit faire et pose les yeux sur Hans. En signe d'approbation, Hans sourit au jeune maître, attentif. Tournant le dos, Hans obéit et s'éloigne de son maître. En colère, le jeune maître crie à Hans de disparaître de sa vue immédiatement. Le jeune maître se dit que donner cet ordre était la bonne décision. Serrant le poing, il pense qu'être près de lui met les autres en danger. S'éloignant, les bruits de pas de Hans signalent son départ de la pièce. Un autre jour, Hans demande au jeune maître de ne pas tout porter sur ses seules épaules. Exprimant sa confiance, Hans dit que parfois, c'est bien de croire aux gens. S'interrogeant, il n'arrive pas à se rappeler les mots, comme si tout cela n'était qu'un rêve. En touchant son visage, il ressent un pincement de douleur en se rappelant ce qui s'est passé. Ressentant la douleur, il se demande si cette réalité était même réelle. Se souvenant de la mort, il s'agenouille dans la forêt, réfléchissant au passé. Visualisant le passé heureux, il se dit que la réalité n'a plus tellement d'importance maintenant. Déterminé, le jeune maître déclare que les explosions de mana ne doivent plus se produire. Il y a longtemps, quelqu'un comme lui en a souffert. Un homme nommé Zeg von Goethe, un mage ayant atteint la 10e classe, son arrière-grand-père. Alors qu'il vivait sans rien, il a trouvé des archives du passé laissées par son père. Après avoir tout examiné minutieusement, il a découvert un moyen de surmonter cette constitution. Montrant la rune, il souligne que c'était la solution au problème. Grâce aux recherches, un motif unique a été créé pour devenir une pierre unique. En repensant au passé, ses mains se mettaient à trembler. Mais maintenant, dans ce corps de jeune homme, c'était simple. Pour éviter une explosion de mana, le réceptacle qui le contient doit supporter une circulation constante. Cependant, son mana circule trop vite et le réceptacle ne peut pas le supporter. Une personne normale mourrait instantanément lors de la rupture, mais son réceptacle se régénère. Comme si de rien n'était, tout est revenu à la normale. C'est pour ça qu'il pouvait exploser 10 ou 20 fois sans conséquences graves. La pierre unique en main, il a l'intention d'endommager volontairement ses circuits de mana. En appliquant un impact continu sur la zone endommagée, le processus commencerait. Ainsi, un nouveau passage s'ouvrirait, dispersant la force de ce mana violent. Cependant, le taux de réussite était faible et il n'y est parvenu que juste avant de mourir. Une petite flamme était la preuve qu'il avait réussi. Le regard inquiet, il se demande si ça marchera cette fois-ci. Une flamme apparaît dans sa main, confirmant le succès de la méthode. La flamme s'intensifie, faisant sursauter le jeune homme. Les yeux écarquillés, il est surpris par ce qu'il voit. Choqué, il se demande de quel genre de feu il s'agit en ressentant son énergie. Puis le mana se réorganise, formant un nouveau flux d'énergie. Le jeune homme sent le mana se répandre dans son corps et remarque le changement. Le visage plus serein, il observe le résultat de ce qu'il vient de faire. En tenant la rune, le jeune homme continue de ressentir la puissance du mana. La flamme dans sa main grandit, prouvant l'efficacité de la méthode. Il se dit que les passages de mana sont passés à 3, exactement comme il l'avait imaginé. Avec 3 passages, il peut lancer 3 sorts en même temps. Surpris, il réalise que le plan a fonctionné, mais ce n'était pas son but ultime.
Songeur, il se rappelle que son véritable objectif est d'arrêter les explosions. Pour cela, 3 passages ne suffisent pas. Il lui en faut plus. Il devait utiliser plus de magie et augmenter le nombre de passages, réduisant ainsi la charge sur le réceptacle. D'ici là, il continuerait son travail en pensant à l'avenir. En serrant la rune, il affirme qu'il ne peut garder personne près de lui. Laissant le château derrière lui au clair de lune, il remarque qu'il n'y a personne dans les parages. À un autre moment, Hans annonce avec le sourire que le dîner est prêt. Hans précise que c'est du pain de blé, le préféré du jeune maître, mais ce dernier lui dit de partir. Essayant de le nourrir, Hans insiste pour que le jeune homme en mange au moins un morceau. Hans insiste encore, affirmant qu'il restera là jusqu'à ce qu'il le voie manger. Près de la cheminée, le jeune maître demande son âge à Hans. Il répond qu'il a 12 ans. À cet âge-là, il était courant de faire des caprices, se dit Hans. En prenant le pain, il demande si c'est la cuisinière qui l'a fait, car ça faisait un moment qu'il n'avait pas mangé. Hans sourit, ravi de voir le jeune maître manger le pain. Le jeune maître s'informe sur la cuisinière car il ne l'a pas vue aujourd'hui. Hans répond que son fils, Indé, a une pneumonie, alors il demande si elle est rentrée chez elle. En pensant à la cuisinière, Hans se dit que tout allait bien pourtant. Pendant que le feu crépite dans la cheminée, Hans attend la question suivante. Le jeune maître observe Hans en train de réfléchir à la situation. D'un air las, il demande si seul Indé souffre de pneumonie. Hans regarde le jeune maître avec une expression sérieuse. Hans révèle que tous les enfants du village ont attrapé la maladie. Le jeune maître comprend la situation, réfléchissant à ce qu'il vient d'entendre. Sous la lune, il se souvient de l'incident de pneumonie au village de Eloi Noir. À cause de cela, la cuisinière a perdu son fils et a vécu dans le chagrin jusqu'à sa mort. Au moment de faire une chute mortelle, le jeune maître a ressenti un sentiment de soulagement, déclarant qu'il partirait le premier. Il ne voulait pas que la cuisinière traverse de nouveau une telle épreuve. Le jeune maître se rappelle ensuite que la cause de la pneumonie était évidente. À table, le jeune maître appelle Hans qui se tourne vers lui. En se penchant, le jeune maître demande à Hans quel monstre a été éliminé récemment. Par une nuit calme, la lune illumine le ciel sombre. Un cerf marche à travers la forêt enneigée en admirant le paysage. Surpris, le cerf tourne la tête, sentant quelque chose. Alors qu'une explosion de feu retentit, le cerf bondit pour s'enfuir. Fuyant l'attaque, le cerf court à travers la forêt, disparaissant rapidement de la vue. En regardant le feu, le jeune maître regrette ce qu'il a fait. En tenant la flamme, il se dit que l'animal ressemblait à un loup. En marchant dans la forêt, il trouve un panneau indiquant le village de Eloi Noir. De retour au château, le jeune maître interroge Hans sur le monstre vaincu au village. Hans dit qu'il ne l'a pas vu de près, mais que la tour des mages a acheté les matériaux. En se souvenant, Hans ajoute qu'il a réussi à apercevoir la créature. D'après Hans, elle ressemblait à une araignée géante aux poils argentés. En faisant des recherches, le jeune maître identifie la créature comme étant une araignée d'Ivée. Les araignées d'Ivée ne sont pas fortes, mais elles forment de grands groupes car elles se reproduisent très vite. Le plus grand danger, réalise-t-il, réside dans le mana qu'elles émettent. Une exposition prolongée à ce mana entraîne un empoisonnement, une toxine qui resserre la gorge. Dans la forêt, le jeune maître trouve des herbes médicinales qui brillent d'une faible lueur. Il se dit que les enfants du village ont été empoisonnés par le mana de l'araignée d'Ivée. Plaçant les herbes dans un seau, il se prépare à les utiliser. À cette époque, les connaissances sur l'empoisonnement au mana étaient presque inexistantes, souvent confondues avec la pneumonie. Avec cette quantité d'herbes, il pense que ce sera suffisant pour soulager les symptômes des enfants. Sachant qu'il s'agissait d'une solution temporaire, il marche dans la forêt, accélérant le pas. Pour une guérison complète, pense-t-il, l'infestation d'araignées d'Ivée devait être éliminée. Il songe à demander de l'aide à ses parents, mais ils étaient occupés. Son père était à la forteresse frontalière, et sa mère parcourait le continent à la recherche d'un remède pour lui. S'il les attendait, la vie de Hunter serait en danger. La scène se déplace vers le village, paisible sous la lueur de la lune. Dans une humble maison, la cuisinière est assise sur le bord du lit. Des pensées troublées pèsent sur son esprit alors qu'elle attend avec anxiété. C'est alors qu'on frappe à la porte. Elle se retourne pour ouvrir, demandant qui est là. En se retournant, la cuisinière est surprise de voir le jeune maître. Le jeune maître lui dit qu'elle a l'air fatiguée, et la cuisinière est surprise. Elle lui demande ce qui l'amène ici et s'il cesse de passer quelque chose au domaine. Puis la cuisinière remarque qu'il est couvert de terre. En la regardant, le jeune maître reste silencieux un moment. Il lui explique qu'elle n'est pas venue travailler depuis des jours, alors il est venu prendre de ses nouvelles. La cuisinière lui demande de ne pas entrer, disant que Hunter a une pneumonie et qu'il pourrait l'attraper. Il lui montre le sac d'herbes, et elle lui lance un regard interrogateur. Il affirme que ça devrait suffire. La cuisinière prend le sac, surprise. Elle demande ce qu'il y a dans le sac, et le jeune maître répond que ce sont des herbes. Il explique qu'elle doit les broyer, en faire une pâte, puis la faire bouillir pour que Hunter la boive. Dans la chambre, il observe Hunter qui est couché et malade dans son lit. Il remarque plusieurs taches bleues, un signe d'empoisonnement au mana. En appelant Hunter, il demande si le garçon peut l'entendre. Le jeune Hunter cligne des yeux, signe qu'il a entendu. Effrayé, Hunter supplie Isaac de ne pas renvoyer sa mère. La cuisinière ressent un pincement de culpabilité, sachant qu'elle a manqué le travail à cause de la maladie de son fils.
Le jeune maître répond qu'il ne renverra la cuisinière nulle part. En touchant la tête de Hunter, il dit que sa mère est la seule qui lui donne du pain. Demandant à Hunter de se concentrer uniquement sur sa guérison, le jeune maître le rassure. Passant à la forêt, le jeune maître et un autre homme s'approchent d'une grotte, l'endroit qu'ils cherchaient. L'homme confirme que c'est une grotte de calcaire, sombre à l'intérieur. En le remerciant, le jeune maître prend la lanterne et dit qu'il continuera seul à partir d'ici. L'homme le met en garde de faire attention, car des gens ont disparu dans les environs. Le jeune maître le remercie pour l'avertissement. Le jeune maître songe que les araignées d'Ivy aiment les grottes de calcaire. Il se dit que c'est la seule grotte de calcaire à proximité, donc ça doit être leur habitat. Avant d'entrer, il décide de faire quelques préparatifs. En créant un nouveau système circulatoire de mana, il peut lancer 3 sorts à la fois. En même temps, il peut produire une force similaire à un sort de classe 2, mais il y a une limite, pense-t-il. S'il l'utilise trop, le vaisseau pourrait se briser. Ne sachant pas combien d'araignées d'Ivy se trouvent à l'intérieur, il ne peut pas utiliser la magie de façon imprudente. Alors il se dit qu'il avait besoin de cette plante. Il trouve une belladone glaciale, une plante avec des baies bleues. Normalement, ces baies sont diluées pour la paralysie ou l'anesthésie. Mais pour les araignées, c'était un poison mortel. Il trouve ironique qu'elles vivent au même endroit que leur poison mortel, en cueillant les baies. Tandis que le soleil brille, il continue de ramasser les baies dans la forêt. En soupirant, il se dit qu'il aurait dû apporter des gants car la plante est assez puissante. Il estime que la préparation est suffisante et qu'il a déjà fabriqué les runes de retour au château. On y va alors ? Se demande-t-il, en se préparant pour la grotte. En entrant dans la grotte, il marche prudemment, tenant la lanterne. Ses pas résonnent à mesure qu'il s'enfonce dans les ténèbres. Il regarde dans les profondeurs, pensant que s'il mourait ici, ce serait une mort inutile. Réalisant que le chemin descend, il se dit qu'il lui faut un moyen de descendre. Il aperçoit une échelle rustique faite de bois et de cordes. Avec une expression déterminée, il se prépare à descendre. En attrapant l'échelle, il commence à descendre dans la grotte sombre. Arrivé en bas, il soupire, soulagé d'être descendu. Avec un regard sérieux, il réalise qu'il a trouvé le bon endroit. Au fond de la grotte, plusieurs restes momifiés sont éparpillés sur le sol. On dirait qu'ils ont été vidés de tous leurs fluides vitaux, pense-t-il. Remarquant un os humain, il se demande s'il appartient à l'une des personnes disparues. Soudain, quelque chose se faufile au-dessus de lui, le faisant sursauter. Avec un éclair de lumière dans la main, il s'accroupit, se préparant au combat. En regardant la lumière, il concentre son mana pour une attaque, déclenchant 2 rafales de feu. Il illumine la grotte, révélant les créatures. Les araignées reculent face au feu, et il pense que cela les tiendra à distance pendant un moment. Il décide de se préparer avant qu'elles ne l'attaquent en groupe. Ensuite, il ajuste son masque, prêt pour le combat à venir. Il place la belladone glaciale dans un pot, préparant le poison. Accroupi, le jeune maître prépare les herbes et le poison. Avec un regard concentré, il pointe le pot contenant les herbes. En utilisant une rafale de feu, il enflamme les herbes pour commencer le processus. Une fumée verte se répand dans la grotte, atteignant les araignées. Les araignées ressentent l'effet du poison et reculent lentement. La chasse commence et le jeune maître se prépare à combattre. Il regarde devant lui, déterminé à affronter les araignées. Assis dans une pièce spacieuse, il avait l'air concentré, entouré de nombreux livres sur la table. Écrivant avec une plume, il entendit quelqu'un demander ce qu'il faisait pour laisser la situation s'aggraver ainsi. Se retournant, il regarda la rue par la fenêtre, se demandant ce qui se passait dehors. Dehors, un groupe se disputait, prévenant de la présence de son excellence, mais les voix s'amplifiaient. Puis l'un des hommes remit en question le seigneur de ce territoire, parlant de son échec à protéger le peuple. Criant vers la fenêtre, un homme demanda pourquoi le village de Eloi Noir avait été abandonné, exigeant le silence. Tournant le dos à la fenêtre, il marmonna que le bruit était trop fort, le dérangeant énormément. Se rasseyant, il envisagea simplement de barricader les fenêtres pour mettre fin aux cris. Et puis, il se demanda s'il ne valait pas mieux déménager quelque part complètement sous terre. Il se dit qu'il y aurait moins de bruit et moins de monde en bas, ce qui serait idéal pour étudier des constitutions particulières. En considérant les murs, il pensa à utiliser du dimicitrium, un minéral doté d'une grande durabilité magique pour contenir les explosions. Se retournant, il demanda à son compagnon Hans ce qu'il pensait de toute cette idée, s'attendant à une réponse. Cependant, en regardant la pièce vide, il réalisa que Hans n'était plus là, ce qui le laissa pensif. Réfléchissant à la situation, il fit une pause et se demanda où pouvait bien être Hans. Puis il se souvint que Hans n'était pas là à ce moment-là, se rappelant quelque chose d'important. Il se retrouva alors de nouveau assis seul, écrivant dans la grande pièce. Continuant à écrire avec la plume, il semblait très concentré sur ses études à présent. Son regard fixe. Il avait l'air pensif, toujours perdu dans ses propres pensées. Une fois de plus, il écrivit, le son de la plume glissant doucement sur le papier, un moment de concentration. La main sur le papier et le regard concentré, il semblait complètement absorbé, écrivant sans s'arrêter. La pièce s'assombrit, et il reste assis avec de nombreux livres et papiers sur la table. La scène change. Il est dans une grotte glaciale avec de la vapeur s'élevant du sol et de la glace. Assis par terre près d'un feu de camp, il regarde les flammes, une pelle et un sac à dos à ses côtés.
Il remarque que ses vieux souvenirs lui revenaient toujours encore et encore. Il se souvint que les araignées d'Ivée étaient sa cible, notant que la belladone glacée fonctionnait bien. Commentant le poison, il expliqua qu'il ne pouvait pas l'appliquer directement sur les araignées, mais devait le brûler pour libérer de la fumée. Plaçant un chiffon humide sur son visage, il bloqua l'air car il n'était pas immunisé contre le poison et devait se protéger. En utilisant son mana, il purifia les toxines de son corps, un processus rapide et efficace. Créant une boule de feu, il la condensa et la lança sur une araignée, atteignant sa cible. Préparant le périmètre, il conjura plus de magie de feu, façonnant les flammes pour son plan. Il lança 3 sorts simultanément en utilisant 3 circuits de mana, une technique qu'il appelait la multi-incantation. Pointant du doigt, il fit ses adieux aux araignées, son plan étant déjà en marche, mettant fin à la bataille. Avec une énorme rafale de feu, il frappa la zone, provoquant une immense explosion et propageant des flammes partout. Marchant à travers le feu, il avança sans ciller tandis que les flammes affaiblissaient les créatures. En inspectant la zone, il semblait très calme, confiant que tout se déroulerait comme prévu. Puis, il remarqua que les araignées se dirigeaient toutes vers le même endroit, ce qui était étrange. En y réfléchissant, il réalisa rapidement qu'il devait y avoir de Léo là-bas, observant leurs mouvements. Marchant sur le sol brûlant, il avançait d'un pas ferme à travers le territoire des araignées. Puis, il vit les créatures tomber et se désintégrer au milieu des flammes ardentes. Il se dit que le feu était une bonne chose, mais qu'il allait suffoquer à cause de la fumée et qu'il commençait à faire chaud. Il devait en finir vite, se dépêchant de tout clore avant que la fumée ne lui soit fatale. La scène passe à un endroit sombre et glacial, avec des stalactites noires et acérées suspendues au plafond. Marchant à travers la grotte avec sa lumière devant lui, il suivit une rivière gelée recouverte de glace. Dans une caverne glaciale, il remarqua qu'il faisait un froid surprenant, se rappelant qu'il avait jeté son manteau. Il marcha sur les eaux gelées, pensant que la température avait suffisamment chuté pour solidifier les flaques. Il faisait un froid glacial. S'arrêtant brusquement, il regarda autour de lui. Il y avait quelque chose de très étrange dans cette grotte. Levant les yeux, il se demanda si c'étaient tous des œufs, en voyant une quantité infinie. Près des œufs, il se demanda si elle en avait pondu autant. Une pensée très inquiétante. Un bruit fort résonna et le fit sursauter, il se retourna d'un coup, surpris par ce que cela pouvait être. Marchant prudemment, il entendit des bruits étranges, sentant la présence de quelque chose. Tournant la tête, il scruta l'obscurité de la grotte. Quelque chose approchait en faisant un bruit étrange. Lanterne en main, il éclaira le chemin, et l'échaud de pas révéla qu'il y avait quelque chose, il créa alors une boule de feu dans sa main. Il se prépara à tout ce qui pouvait arriver, prêt à attaquer. Il lança la boule de feu vers l'avant, illuminant la sombre grotte de sa flamme. La boule de feu percuta quelque chose sur le mur et les flammes se propagèrent, révélant une créature. Debout sur la glace, il regarda sur le côté en observant quelque chose approcher lentement. Danger. Surpris, il vit une grande créature, un monstre se dévoilant en venant vers lui. Toujours figé, il regardait la créature approcher, ses yeux bleus trahissant une immense peur. Rapidement, la créature attaqua, et il se jeta sur le côté, esquivant un coup direct. Tombant au sol, il ressentit l'impact de l'attaque et laissa échapper un grognement de douleur. Les choses venaient de devenir sérieuses. Se relevant avec colère, il remarqua que cette sensation ne disparaissait jamais, toujours aussi frustré. Puis il reconnut la créature. C'était la reine des araignées des neiges, la plus dangereuse de toutes. Contrairement aux autres, elle résistait au feu et émettait un froid intense, celle-là même qui donnait son nom à l'espèce. La créature attaqua d'un coup de patte, le touchant presque alors qu'il esquivait de justesse, reculant rapidement. Sautant sur le côté, il esquiva l'attaque, évitant le coup de la reine des araignées des neiges. Il contre-attaqua avec une boule de feu, la frappant de plein fouet pour tenter de la brûler, mais ce fut inutile. Il réalisa qu'être frappé par une boule de feu ne la faisait pas brûler comme les autres. C'était un problème. Tout en réfléchissant, il nota qu'au moins elle n'était pas très agile, ce qui lui donnait un léger avantage. Pris de nausée, il laissa échapper un grognement. Son corps commençait à atteindre ses limites. Son corps était à bout, ce qui était naturel pour un garçon de 12 ans qui avait lancé des sorts toute la nuit. La reine araignée avança, et il dut bouger vite pour éviter d'être écrasé par la puissante frappe de la créature. Faisant une pause pour respirer, il se ressaisit, l'esprit clair après le choc et l'adrénaline du combat. En y repensant, il se souvint du pain de blé que Hans lui avait donné. C'était vraiment délicieux, se rappela-t-il. Dans cette contrée nordique où le blé ne poussait même pas, manger du pain de blé moelleux était tout grâce à sa nounou. Au sol, il ressentit l'impact d'un coup puissant s'abattant violemment d'Eno. Se relevant avec colère, il pensa que cette sensation ne disparaissait jamais, ce qui l'agaçait profondément. Face au monstre, il reconnut la reine des araignées des neiges, une créature gigantesque devant lui. Résistante au feu, elle irradiait un froid intense, celle-là même qui donnait son nom à l'espèce. D'un coup précis, la créature attaqua, et il se jeta en arrière, y échappant de justesse. Sautant sur le côté, il esquiva le coup, le feu brûlant autour de lui. Frappant le monstre, il lança une boule de feu qui explosa à l'impact. Réfléchissant à ce coup, il remarqua que la boule de feu ne la faisait pas brûler comme les autres. Un problème. En observant la créature,
il réalisa qu'elle n'était au moins pas très agile, ce qui aidait. Laissant échapper un grognement, il ressentit la douleur. Son corps était déjà à sa limite absolue. Se sentant épuisé, il savait que son corps atteignait sa limite, car il avait combattu toute la nuit. La reine araignée attaqua de nouveau et il esquiva, évitant un autre coup mortel. Prenant une grande inspiration, il se ressaisit, prêt à continuer le combat malgré sa fatigue. La scène change. Il se souvient du pain de blé que Hans lui avait donné. C'était vraiment savoureux. Dans cette contrée nordique où le blé ne poussait pas, c'était grâce à sa nounou qu'il pouvait manger du pain moelleux. La créature poussa un hurlement en attaquant avec ses griffes, le son résonnant dans la grotte. Se préparant à l'impact qu'il savait devoir endurer, il s'apprêta pour la prochaine attaque. En pensant à ses limites, il réalisa qu'il n'avait pas le droit à l'erreur. Il n'avait plus assez de mana pour une autre boule de feu, du moins aucune qui puisse faire de dégâts. Il décida donc d'abandonner les attaques à longue portée, préparant quelque chose de différent, un nouveau plan. Générant une nouvelle boule de feu, il remarqua que celle-ci était différente des autres, plus puissante. Concentrant son énergie, il condensa la puissance de la magie, préparant une attaque encore plus forte. Maintenant le sort, il le condensa encore un peu. Sentant la puissance entre ses mains, c'était presque prêt. Hurlant à la créature de mourir, il lança le sort de toutes ses forces, visant juste. Touché. La reine araignée se débattit, son corps se contorsionnant de douleur. L'attaque était puissante. Il observa la créature, voyant l'impact de son attaque, et la lueur dans ses yeux s'intensifia. La créature hurla de douleur sous son regard, et une magie bleue se propagea sur tout son corps. La créature monstrueuse apparaît, émettant une énergie bleue intense et puissante. Frappant avec vivacité, elle avance, déployant toute sa force dans l'affrontement. Se sentant pris au piège, il essaie de retirer son bras, mais cette puissance l'empêche de bouger. L'énergie bleue enveloppe sa main, le maintenant complètement figé. Toute résistance envolée, il perd connaissance, perdant totalement le contrôle de son corps. Puis tombant d'un haut, il voit le monstre dominer toujours cet endroit terrifiant. Au sol, il gît à terre tandis que la créature exhibe sans fin sa puissance. Près de lui, un cristal brille de mille feux, se révélant être la source de cette énergie. Flottant librement, le cristal déploie une immense puissance, une énergie bleue se propageant tout autour. Se réveillant confus, il se demande où il a bien pu atterrir. Arrivant sur les lieux, il entend la voix de la nounou s'informer au sujet du jeune maître. Puis Hans demande s'il ne le savait vraiment pas, puisque le maître est allé à la mine abandonnée. La nounou répond alors qu'elle ne le savait pas car le chasseur du village l'a guidé lors d'une chasse. Remontant dans ses souvenirs, il se rappelle avoir vaincu la reine araignée avant de s'évanouir en se cognant la tête. De retour au village, il trouve Hans l'attendant avec impatience à l'entrée. Hans le soutient et lui dit qu'il s'est endormi juste là, épuisé. Dans son lit, il était déjà guéri, car ils avaient fait exactement ce qu'il avait ordonné. En voyant le jeune maître, Hans repense à la bonté dont il fait preuve. Allongé là, il entend tout, un peu embarrassé par la situation. En appelant Hans, il le surprend, ce dernier lui demandant s'il était déjà réveillé. Lorsqu'il demande combien de temps il a dormi, Hans lui répond qu'il est resté inconscient pendant une demi-journée. La nourrice demande alors avec colère ce qu'il entendait par se débrouiller seul. Expliquant sa distraction, il dit qu'il cueillait des herbes et qu'il est tombé. Comme un dé va déjà mieux, il ment sur sa chute pour ne pas les inquiéter. Soulagé, il décide de garder le secret sur l'empoisonnement au mana. Dans une autre scène, deux hommes dans la mine voient les araignées mortes sur le sol. La nourrice, curieuse, lui demande comment il connaissait ces herbes, et il répond qu'il a lu des choses à ce sujet. Hans demande s'ils partent, mais il lui fait remarquer qu'il neige dehors. Il rappelle à Hans que laisser le manoir vide ne serait pas une bonne idée. En lui tendant un panier, la nourrice propose des pommes pour que Hans les emporte. En offrant les pommes, Hans dit que les villageois les ont envoyées pour le remercier. En prenant une des pommes, il semble perdu dans ses pensées. Il suggère à la nourrice de prendre une autre semaine de congé, en pensant au rétablissement d'un dé. Inquiète, la nourrice demande si ce serait acceptable, craignant la réaction du majordome en chef. L'incertitude quant à ses congés persiste, laissant Hans et la nourrice plutôt perplexes. Ensuite, il ordonne à la nourrice de faire de la confiture avec toutes ses pommes. Ayant envie de confiture, il demande du pain de blé pour le retour de la nourrice. Souriante, la nourrice se sent soulagée par cette gentillesse inattendue. En guise de suggestion, il leur demande ce qu'ils penseraient d'une tarte aux pommes. Avec la nuit qui tombe, l'idée d'une tarte semble être une excellente initiative. Une semaine s'écoule, et le soleil brille intensément dans le ciel dégagé. Un jeune homme traverse la cour du grand bâtiment lors d'une journée paisible. En bougeant son bras, il sent quelque chose d'étrange se manifester. En courant précipitamment, il réalise qu'une semaine a passé. Remarquant un changement, il voit que son corps s'est également transformé. Ses circuits de mana ont augmenté, atteignant maintenant le nombre de 4. Son corps s'est stabilisé, et il peut désormais utiliser 4 sorts simultanément. Tout en courant, il se rend compte que son combat contre les araignées l'a grandement renforcé. En utilisant la magie, il prend conscience du besoin de compréhension et d'intuition. La tâche consomme énormément d'énergie mentale, et si le corps lâche, l'esprit suit. L'énergie mentale restaure l'endurance physique, aidant ainsi à la récupération du corps. Il a atteint sa limite mentale si vite parce que son corps n'était pas entraîné.
Dans une autre vie, Lucas entraînait son endurance avec acharnement. Lucas affichait un doux sourire, supervisant toujours l'entraînement. En serrant le poing, il sent le changement s'opérer dans son corps. Le majordome arrive, appelant le jeune maître pour une affaire importante. 2 hommes apparaissent, et l'un d'eux annonce le bilan de santé habituel. Il aperçoit le majordome en chef, Schiller, qui est venu superviser. L'homme à lunettes salue le jeune maître, lui demandant comment il se sent. Assis dans la cour, le médecin nommé par son père commence l'examen. Bien qu'il soit un médecin réputé, il ne comprenait pas la constitution du jeune maître. Le médecin affirme qu'il ne voit aucun problème majeur, car il semble en très bonne santé. Pensif, il remarque que le médecin tire déjà ses propres conclusions. En ouvrant sa mallette, le médecin dévoile une potion appelée panacée. La potion de panacée stabilise le flux de mana, ce qui la rend très utile. En tenant la potion, il repense au fait que son père lui a toujours offert ce qu'il y avait de mieux. Généralement, la panacée signifie remède universel et a de multiples usages. Certains l'utilisent comme stimulant énergétique, d'autres comme booster d'endurance. Il y a une erreur de traduction, car son véritable effet est de stimuler le flux de mana. Pour lui, avec son mana incontrôlé, c'était un poison déguisé. Cependant, c'était maintenant un catalyseur parfait pour l'aider à développer ses circuits de mana. Le médecin prend congé, disant qu'ils se reverront le mois prochain, satisfait. En partant, le médecin traverse la cour, laissant le jeune maître seul. Restant immobile, le jeune maître demande ce que Schiller a à lui dire. Schiller fait remarquer que le jeune maître a été bien sage aujourd'hui. Perplexe, il se souvient qu'il s'irritait toujours et refusait de voir le médecin. Sur ce, il demande s'il aurait dû s'énerver compte tenu de la situation. Schiller garde le silence, se contentant de l'observer avec curiosité. Schiller a entendu dire qu'il avait guéri la pneumonie des enfants du village. Surpris, il demande si Schiller était au courant, et Schiller répond que Hans le lui a dit. En y réfléchissant, il comprend que Schiller a sûrement interrogé Hans pour le découvrir. Schiller le prévient que si le conseil l'apprend, la situation pourrait grandement empirer. Il l'avertit qu'il laissera passer pour cette fois, mais qu'il devra se contrôler à l'avenir. Schiller s'approche, lui disant de se retenir dorénavant. En repensant au passé, il réalise qu'il n'a jamais pu s'approcher de Schiller. Le majordome en chef était un homme froid et rigide, gardant ses distances avec tout le monde. Cependant, s'il ne pouvait pas se retenir, il devrait au moins lui en parler. Schiller lui tend la mallette, lui demandant de venir lui parler s'il ne peut pas se contrôler. En se souvenant de Jonas, il savait que Schiller était loyal envers la famille. Schiller, qui servait la famille Goda, a conservé son poste jusqu'à la mort de l'ancien maître. Étonnamment, Schiller se montrait prévenant et bienveillant. Remerciant Schiller, il sourit, comprenant le message. Schiller l'observe et demande s'il y a une raison pour laquelle il court tous les jours. Il explique que chaque mage qui atteint le 2e cercle entraîne son corps sans exception. Il en conclut donc qu'un corps capable de maîtriser le mana a besoin d'un entraînement adéquat. Schiller semble comprendre, une expression pensive sur le visage. Schiller écrit quelque chose sur un parchemin avec une calligraphie parfaite. Le jeune maître aîné a guéri la pneumonie des enfants du village. Assis au bureau, le processus de vérification a été achevé avec succès. En raison de la constitution du jeune maître, il lui sera difficile d'utiliser la magie à l'avenir. Prudemment, il considère que l'avenir du jeune maître en tant qu'érudit s'annonce brillant. Avec cette nouvelle, son excellence pourra enfin pousser un soupir de soulagement. Puis, quelqu'un frappe à la porte et il dit à la personne d'entrer. Rosa entre en s'excusant auprès du majordome en chef. Schiller, le majordome en chef, demande si c'est encore Rosa à la porte. Mais Rosa insiste, disant que les servantes disparaissaient et ne revenaient pas. Outre Clara, Annette, qui n'a pas pris un seul jour de congé en 3 ans, a également disparu. Rosa dit qu'elle est certaine que quelque chose est arrivé à Annette. Annette est ligotée et prise au piège, de toute évidence en danger. En reliant les faits, il se demande si la situation n'est pas plutôt étrange. 3 servantes se sont volatilisées en 2 mois. Il se demande si c'est courant dans un endroit aussi rude. Avec un climat hostile, des bandits et des monstres qui rôdent, il lui demande si elle va s'enfuir elle aussi. Annette ne disparaîtrait pas sans dire un mot. Après tout, elle travaillait si dur pour payer les médicaments de son père. Ensuite, il suggère qu'elle cesse fatiguée de s'occuper de son père âgé. Les servantes le préviennent de faire attention à ses paroles, exigeant du respect. Sur le ton de la plaisanterie, il dit qu'il a une théorie et leur demande de bien écouter. En pointant du doigt, il déclare que la raison est tout à fait inattendue. Il révèle que la cause de tout cela n'est autre que la magie noire. Avec le château en toile de fond, il se demande si cette magie noire provient de la famille de mages. Le premier maître est également souffrant, ce qui lui laisse penser que le seigneur pourrait utiliser la magie pour tout. Les servantes sont choquées et lui demandent ce qu'il insinue à propos des filles. Il demande ce qu'elles feront si elles ne l'acceptent pas, puisqu'il a peut-être raison. La servante en rouge le défend en disant que le seigneur n'est pas comme ça. En s'éloignant, il fait remarquer que c'est une histoire intéressante. L'homme est surpris et se retourne pour faire face au nouveau personnage. Avec un sourire, le jeune homme l'invite à expliquer cette histoire plus en détail. Commençant son récit, l'homme explique que tout a commencé il y a 2 mois. D'abord, la servante Hilda a disparu sans laisser de traces. Puis, des semaines plus tard, une autre employée s'est volatilisée.
Et pendant le week-end, la troisième n'est jamais revenue. Dans le grand hall, l'homme continue son histoire en observant le jeune homme. Curieux, le garçon lui demande s'il a une idée de la raison de leur disparition. Ignorant son regard, il dit qu'il n'est pas sûr de la réponse. Lui promettant qu'il peut être honnête, le jeune homme lui assure qu'il ne sera pas puni. Surpris, il demande si c'est vrai, et le garçon le lui confirme. En silence, il réfléchit à la situation en regardant le jeune homme. À cet instant, le garçon demande si tout cela arrive à cause de lui. Tout saillant, il dit que c'est assez évident, presque une certitude. En pensant à Hans, il se rappelle que le serviteur est toujours blessé. Hans dit toujours qu'il ne mourra pas d'une mort paisible. L'homme regrette d'avoir dit cela, réalisant son erreur. D'une voix sérieuse, le garçon l'appelle par son nom, et l'homme implore pitié. Célibataire et sans enfant, il dit qu'il ne veut pas mourir. Puis le jeune homme demande à l'homme de faire quelque chose pour lui. L'homme prend peur, joignant les mains avec appréhension. Dans la pièce, une flamme bleue apparaît dans les airs, en vibrant. Dans la pièce, le jeune homme s'assoit sur le lit et prononce les noms de Rosa et d'Annette. L'image montre les deux servantes au milieu de cette même flamme bleue. Puis le jeune homme fait un geste de la main, comme pour invoquer quelque chose. Se souvenant, il confirme que c'était bien leur nom. Le regard profond, le jeune homme observe les flammes, perdu dans ses pensées. Elles étaient les deux seules à avoir offert de servir après la mort de Hans et de la nourrice. Le sol montre les restes d'un flacon de potion brisé dont le liquide se répand. Goûtant sur le sol, davantage de sang se mélange au liquide violet. Leur demandant de le laisser, il veut être seul, mais la servante s'inquiète pour ses mains. Agacé, il leur crie de sortir, les faisant sursauter toutes les deux. Enfin, il les avertit de ne plus jamais apporter cette potion inutile. La servante l'encourage, lui demandant de ne pas perdre espoir. Face à cela, le jeune homme demande ce qu'est ce prétendu espoir. Remettant en question ce qu'elle sait, il lui demande si elle comprend seulement ce qu'il ressent. Il serre son poing ensanglanté, la douleur se lisant clairement sur son visage. Les servantes sont surprises, et l'une d'elles appelle le jeune maître. Elle explique qu'elle a tué une amie de ses propres mains. Le jeune maître demande, surpris, si elle a tué une amie. Rosa dit que c'était Annette qui était avec elle à l'époque. Elle regrette que si elle avait simplement tendu la main à Clara, elle aurait pu la sauver. Le jeune maître frappe du pied sur le sol, agacé par la situation. La servante explique qu'elle sait que sa situation est spéciale, mais tout le monde fait des choses qu'il ne veut pas faire. Le jeune maître garde le silence, assimilant ses paroles. Ça arrive au moins une fois à tout le monde au cours de sa vie. La sombre confession d'Annette a fini par le réconforter d'une manière étrange. Il se dit qu'il aurait dû poser plus de questions à l'époque. Frappant du poing, le jeune maître affiche un regard déterminé. Appelant à la porte, Bill annonce qu'il a des nouvelles pour lui. Le jeune maître s'enquiert de l'endroit où se trouve la servante. Bill répond alors qu'il n'a pas fallu longtemps pour le découvrir. Il dit avoir interrogé les mendiants au carrefour et que les descriptions correspondaient. Le jeune maître demande alors quelle est la réponse, voulant connaître la vérité. Bill révèle que leur disparition est l'œuvre de trafiquants d'esclaves. Ils promettent une vie meilleure dans le sud, puis ils vendent les gens. S'interrogeant, le jeune maître demande pourquoi ils auraient besoin de quelqu'un pour aller au sud. Bill explique qu'il ne comprend pas, car la situation est plus complexe. Il faut un moyen de transport, des mercenaires pour se protéger, et le statut de citoyen libre là-bas. Pensant que des femmes seules ne pourraient pas s'en sortir, il affirme que c'est une chose difficile à réaliser. Le jeune maître hoche la tête avec compréhension et dit que c'est logique. Bill se dit alors que le garçon ne comprend toujours pas comment fonctionne le monde. Surpris, Bill devient méfiant en remarquant un changement dans l'atmosphère. Changeant de sujet, Bill explique le problème au jeune maître. Il dit qu'il a dépensé beaucoup d'argent pour faire parler les mendiants. Puis, il révèle qu'il a dépensé tout l'argent que le jeune maître lui a donné. Le jeune maître demande, stupéfait, s'il a dépensé toutes les 20 pièces d'argent. Bill fait remarquer que les gens sont plus méfiants qu'on ne le pense. D'un regard sérieux, le jeune maître observe Bill, pensif. Il dit que l'argent n'a pas d'importance. Il veut juste les retrouver rapidement, faisant preuve d'une grande générosité. Après avoir vu le document, il demande s'il y a autre chose, et reçoit une réponse affirmative. Il garantit que le partage sera équitable cette fois, demandant si l'autre homme accepte le travail. Excité, il confirme qu'il prend le travail, plongeant tête baissée dans la proposition. Il pense qu'il lui suffit d'avoir la langue bien pendue pour gagner gros, mais la situation est risquée. Il dit que les gros gains exigent de gros risques, alors il va guider l'autre vers le courtier. Excité, il s'exclame que la vie n'est qu'une question de grands risques pour de grands profits. Passant au donjon, il se retrouve piégé dans une cage, découragé par la situation. En observant les os sur le sol, il réalise la gravité de l'endroit où il se trouve. Choqué et hurlant, il se demande comment les choses en sont arrivées là. Puis, alors qu'il est pris au piège, le jeune homme apparaît derrière les barreaux. Tenant une gemme bleue, le jeune homme fait face à l'autre avec un sourire confiant. On voit un long couloir de donjon, de l'éau s'écoulant sur le sol et des torchers éclairant les murs. Il s'agrippe fermement aux barreaux, se demandant comment il a atterri ici, furieux de la situation. Dans un flashback, il se souvient avoir emmené le jeune maître hors du manoir, pensant que tout allait bien. À l'époque, il avait facilement trouvé le courtier qui avait emmené les servantes, un homme qui ressemblait à un noble exilé.
Mais quelque chose a terriblement mal tourné, un rebondissement auquel il ne s'attendait pas. En regardant le jeune homme, il est clair qu'il est au centre de tout ce chaos. Pendant ce temps, l'autre homme pense que le jeune maître était une cible évidente pour les trafiquants. Maintenant piégé, il se demande pourquoi diable il a atterri dans cet endroit terrible. Furieux, il pense à l'ironie de la situation, en particulier au destin du jeune maître. Il réalise que le jeune homme est intact, considéré comme une marchandise de valeur, tandis que lui a tout perdu. En criant, il exige de connaître le plan, insistant sur le fait qu'ils doivent en avoir un pour cette situation. Agacé, il dit au jeune homme d'arrêter de jouer avec la pierre et de parler, tout simplement. Lorsque le jeune homme l'interroge sur les formalités, il se heurte à la colère de l'autre qui craint pour sa vie. En l'avertissant qu'il s'en prend à Annette et aux servantes, il reçoit une réponse sarcastique du jeune homme. Le fixant du regard, le jeune homme lui demande s'il a un moyen de s'échapper de ces énormes barreaux de fer. Pointant devant lui, le jeune homme regarde sérieusement, laissant l'autre pensif. Sursautant, l'homme dans la cellule réagit à la situation, surpris par ce qu'il a vu. En les regardant tous les deux, on voit le jeune homme debout à côté de l'homme en sous-vêtements. Puis il devient encore plus effrayé, un regard de terreur sur le visage. En balbutiant, il appelle le jeune maître, confus par la situation. Avec un sourire forcé, il demande s'il va être laissé derrière et si le jeune homme le connaît. Entendant un nom, il tente de renverser la situation, suppliant le jeune homme de ne pas faire ça. La scène change. Deux hommes parlent, disant que l'endroit est un labyrinthe rempli de bandits. De retour dans la cellule, il demande si le jeune homme pense qu'il ne peut pas gérer ça, le suppliant de ne pas l'abandonner. Perplexe, le jeune homme l'ignore mais s'arrête lorsqu'il entend l'appel désespéré de l'autre. S'agrippant au sol, il demande de l'aide, disant qu'il fera n'importe quoi. Dans l'attente d'une réponse, le jeune homme reste silencieux en regardant l'homme. Fixant l'homme, le jeune homme lui demande s'il sait, Bill, ce qu'il se passe. Avec un regard perçant, il révèle qu'il a déjà vu Bill agir de cette façon. Suppliant pour sa vie, cet homme demande à son maître de l'épargner dans la neige. Plein de regrets, il dit qu'il avait perdu la tête, se lamentant d'avoir trahi son maître. Raconnant son passé, le maître se rappelle que Bill était avant tout un bandit. Mais la trahison est arrivée, dit-il, et cette fois, Bill a trahi la maison Gerda. Le visage couvert de larmes, Bill entend qu'ils ne peuvent plus lui faire confiance. Respirant lourdement, Bill implore une chance, mais l'un des hommes lui ordonne d'arrêter. Il lui demande s'il pensait que vendre les livres secrets de la famille serait une infraction sans gravité. Après tout ça, l'homme encapé reste simplement planté là à regarder le traître au sol. Puis le jeune homme aux cheveux blancs commente qu'il aurait été utile s'il n'était pas si avide. En y repensant, il se souvient que Bill était un ancien bandit et connaissait l'économie souterraine. Regardant attentivement, il se rappelle quelque chose d'important si sa mémoire est bonne. Et donc, l'organisation criminelle que Bill a cherchée est la même que celle qui a enlevé les servantes. Ces bandits étendaient leur pouvoir par le trafic, torturant les gens comme une peste. Il conclut que toute menace pour sa famille doit être éliminée à l'avance. Tenant un parchemin, il demande si l'homme n'avait pas promis de faire n'importe quoi. Il prévient que Bill doit d'abord faire quelque chose, regardant la personne avec appréhension. Le plafond de l'endroit apparaît avec une lanterne suspendue à des chaînes, offrant peu de lumière. Un groupe d'hommes est visible devant, observant la scène en silence. Entendant la question sur les raisons pour lesquelles le père ne mange pas, un homme mange à table. Sa façon de manger semble inquiéter les autres alors qu'il l'encourage à manger. Il serre sa fourchette avec colère, se demandant si la personne qu'il cherche est là. Il leur dit de patienter encore un peu, disant qu'ils seront réunis avec la magie noire. N'obtenant aucune réponse, il soupire et montre de la frustration face au silence de l'autre. Fixant son regard sur le crâne, il se demande si le pouvoir de l'âme s'est affaibli. Quand il pose des questions sur les hauts de son bain, on lui dit qu'il ne reste que de la marchandise à vendre. Arrêtant son mouvement, il attrape la main de l'autre avec force. Il soulève l'homme par le cou, le tenant sans effort avec une grande force. Il garde un regard sérieux, le visage taché de sang sans aucune hésitation. Et puis il demande si celui-là suffirait pour les hauts de son bain. Alors que l'homme dit qu'il va attendre, l'autre se précipite pour tout préparer. Il marche dans le couloir, ses pas résonnant dans le silence des lieux. Arrivant au sous-sol, il trouve un corps gisant sur le sol au milieu des tonneaux. L'homme marmonne à propos de cette foutue magie noire, semblant épuisé par la situation. Il se demande combien de fois c'est arrivé, suggérant qu'il offre la marchandise la prochaine fois. Il entend l'autre lui dire d'arrêter de se plaindre et de s'occuper du corps. En tournant la tête, il a l'air effrayé par ce qu'il voit. Pendant ce temps, l'un d'eux regarde le couloir sombre, sentant quelque chose d'étrange. Surpris, ils regardent tous les deux devant eux, un son semblant avoir attiré leur attention. Au bout du couloir, il entend un bruit étrange, se demandant ce que ça pourrait être. Inquiets, ils observent la scène, voyant leurs collègues se faire étrangler. Au sol, il appelle le chef Nir d'un air très inquiet. Pendant ce temps, un corps est traîné sur le sol, laissant une trace visible. Terrifiés, les deux observent la scène, incapables de réagir. Ils tombent au sol effrayés, alors que l'autre rampe pour s'éloigner. Un grand pied s'approche, révélant la présence du bourreau alors que l'autre homme gémit. Tenant le couteau ensanglanté, il demande s'il pourrait avoir de Léo. Réalisant de qui il s'agit, l'homme est choqué alors que l'autre sourit avec du sang sur le visage.
Marchant à travers la scène, Bill apparaît, tenant le couteau sale à la main. Fixant l'autre homme, il exige qu'on lui donne Léo, le visage taché. Sursautant, Bill se retourne, serrant le couteau alors qu'on l'appelle de nouveau. Agrippant le couteau, il se demande pourquoi il agit ainsi, tellement confus. Avec une expression tendue, il se dit que tout est de la faute de ce garçon. La scène change. Le jeune homme demande à Bill, torse nu, s'il ferait n'importe quoi, en lui montrant un bout de papier. Puis Isaac explique que c'est un contrat, un sourire aux lèvres. À genoux, Bill écoute les deux premières règles, une obéissance inconditionnelle et un secret absolu sur Isaac. Avec un regard effrayé, Bill s'interroge sur les termes en entendant la troisième condition, la mort en cas de violation. Isaac exige une signature de sang pour que la magie fonctionne, mais Bill remet en question la folie de cette proposition. À ce moment-là, un bruit fait sursauter Bill. Qui est là? Demande-t-il, extrêmement tendu. Isaac presse Bill, lui demandant s'il n'a pas envie de vivre alors que l'autre tremble de peur. Des pieds traînent, puis une main se prépare à signer le parchemin. Il marche, ressentant la terreur alors que ses pas résonnent sur le sol. En grommelant, Isaac brandit le couteau, montrant son impatience. Se blessant au doigt, Bill fait rapidement une coupure précise sur sa propre main. Il pose son doigt ensanglanté sur le parchemin, confirmant le pacte. Au moment où le contrat est signé, une lumière enveloppe Isaac et la fille, scellant l'accord. Puis Isaac sourit, montrant sa satisfaction face à ce qui vient de se passer. Immédiatement après, deux hommes en colère apparaissent, exigeant de savoir comment Isaac et la fille sont sortis. Ils arrivent, prévient quelqu'un, et Isaac se prépare à attaquer en lançant quelque chose en l'air. Frappés de plein fouet, les deux hommes tombent inconscients sous le coup sans avoir la moindre chance de réagir. Au sol, le garçon est toujours là, regardant Isaac avec la magie entre les mains au milieu de la poussière. Curieux, l'autre demande s'ils sont morts. Isaac répond qu'ils se sont seulement évanouis. Observant la scène, Bill est impressionné et demande comment Isaac a fait ça. Tenant un cristal, Isaac déploie sa magie, surprenant Bill par sa puissance. La scène se déplace vers des égouts avec une eau agitée dans un environnement très sombre. Il marche côte à côte alors que Bill a du mal à suivre le rythme d'Isaac. Bill fait les louanges d'Isaac, disant que c'est la première fois qu'il voit la magie de glace, manifestement impressionné. Avec un cristal, Isaac explique que la magie de glace n'est pas pratique, ce que Bill remet en question. Isaac dit alors que ce n'est qu'une impression, avec un regard mystérieux sur le visage. Bill s'arrête alors et écoute attentivement les paroles d'Isaac. Des bandits apparaissent, et Bill observe la scène en réfléchissant à la situation. En marchant, Isaac demande à Bill ce qu'il faut pour fabriquer de la glace, le laissant perplexe. Il lui demande de deviner, et Bill répond avec hésitation, de Léo. Isaac confirme, expliquant qu'il faut modeler Léo, qu'elle soit dans l'air ou dans des flaques. Il montre la magie en formation, passant par la compression, la condensation, l'expansion et l'évaporation. Il admet que la gérer est facile, mais que tout exécuter d'un coup est difficile, alors que Bill l'avertit qu'il pourrait se faire prendre. À ce moment-là, Bill réagit avec surprise en voyant ceux qui se dirigent vers lui. Un autre homme apparaît et demande qui ils sont, alors que Isaac prépare déjà une attaque. En pointant du doigt, Isaac termine le processus, préparant le coup final. Une gigantesque goutte d'eau gelée apparaît, flottant dans les airs au-dessus de la tête de l'ennemi. L'homme lève les yeux, terrifié, sentant le danger imminent. Isaac explique qu'il s'agit de magie de changement de face pour mettre en valeur sa puissance. À cause de cela, ce n'est pas très utile en combat, dit Isaac, tandis que Bill observe la magie. Il se dit que sans cela, il ne prendrait même pas la peine d'utiliser une telle magie. Puis il révèle une pierre de mana de glace qu'il a récupérée sur la carcasse de la reine des araignées de l'hiver, bien que ce ne soit pas très prisé. Les pierres de mana gelées ont leur propre valeur académique, elles se vendent donc à prix d'or. Et il en a obtenu une de très bonne qualité. En utilisant sa magie de glace, il pense que son impopularité la rend parfaite, car peu de gens la connaissent. Difficile à distinguer d'un simple traumatisme, la magie de glace ne laisse aucune trace puisqu'elle se transforme en eau en fondant. Il révèle alors que cette magie est parfaite pour opérer dans l'ombre, ne laissant aucune preuve derrière elle. Un autre acolyte a l'air effrayé par l'efficacité de cette technique étrange. Plus tard dans un couloir, le complice demande s'il ne compte pas finir le travail, mais il répond que les crapules sont remplaçables. Esquivant un coup, il fait remarquer qu'il les laisse en vie précisément pour qu'il recommence. À ce moment-là, un souffle glacial frappe l'ennemi, surprenant l'acolyte qui observe le combat. En pensant à ses ennemis, il déclare qu'il tuera, mais seulement ceux qui sont vraiment importants. Avançant dans le couloir, il poursuit sa route, déterminé, affirmant qu'il n'éliminera qu'une seule personne. Il regarde l'ennemi devant lui avec une expression sérieuse. Ensuite, ils font face au troisième ennemi qui les attendait plus loin sur le chemin. En les regardant, l'homme devant eux commence à parler, visiblement irrité par la situation. Reconnaissant l'ennemi, le complice crie le nom de l'homme, choqué par son apparition. C'est le chef des bandits, un fou furieux qui met les gens en pièces, informe l'acolyte. Commençant à préparer une attaque, il dit que trouver l'ennemi facilite le travail. Une sphère d'énergie incandescente flotte dans sa main, prête à être lancée. Levant le doigt, il projette un coup puissant vers l'adversaire immobile. Des éclats de glace volent rapidement vers l'ennemi, qui reste impassible. Évitant de justesse d'être touché,
le chef esquive in extremis l'un des projectiles glacés. Mais à la surprise générale, l'ennemi repousse l'éclat de glace à main nue. Choqué, le complice réagit tandis que le jeune homme demande si cette force provient des tribus du Nord. Légèrement blessé, le chef demande à son acolyte ce qu'ils vont faire, la situation semblant désormais grave. En les observant, le chef s'adresse au duo, qui semble un peu confus par son approche. Souriant, il déclare que le jeune homme est la marchandise et que la situation est plutôt favorable. Révélant ses intentions, le chef l'avertit qu'il fera un excellent cobaye pour sa magie noire. Tandis que le chef s'avance, le complice le supplie de ne pas être la cible, implorant son pardon. La main du chef se tend vers l'acolyte terrifié, entouré d'une aura sombre. Hurlant de désespoir, le complice supplie, disant qu'il n'est qu'un faible humain ordinaire, mais une main se rapproche inexorablement de son visage. Terrifié, le complice regarde le danger s'approcher rapidement. À ce moment-là, un pic de glace jaillit de la poitrine du chef, l'abattant sur le cou. Sous le choc, le complice réalise que la glace qu'il avait repoussée plus tôt l'a finalement frappé. Tendant la main, le jeune homme montre sa détermination, visant l'ennemi à terre. Saignant de la bouche, le chef gît sur le sol, gravement blessé. Une fois le chef à terre, le jeune homme appelle son complice par son nom, Bill. Il dit à son complice qu'à partir de maintenant, c'est lui le nouveau chef, puis il le regarde. Ensuite, le jeune homme demande à Bill s'il sait ce qu'il a à faire. Inquiet, Bill serre son couteau, face à la terrible situation qui s'offre à lui. Hurlant, Bill s'enfuit de la scène, laissant le corps du chef derrière lui. En un instant, le sang éclabousse, et le jeune homme regarde en arrière, plongé dans ses pensées. Fermant les yeux, il se dit que tout le monde finit par faire des choses qu'il n'a jamais voulu faire. La scène se déplace dans une pièce où on lui dit que cela arrive à tout le monde au moins une fois. Cependant, on l'avertit qu'il en gardera une marque à vie, une marque ineffaçable. Puis, en lui tenant la main, on lui dit qu'il ne lui reste que deux options. On lui dit que la culpabilité peut étouffer une personne, ne laissant derrière elle qu'une coquille vide de ce qu'elle était. À cet instant, la servante tient la main de la personne, entendant dire qu'elle doit aussi se battre pour vivre pour eux. Plus tard, il apparaît, perdu dans ses pensées avec un regard lointain. À ce moment-là, il se rappelle d'Annette à genoux, réalisant qu'elle lui avait déjà donné ce conseil auparavant. Ailleurs, quelqu'un court dans un couloir sombre, criant le nom de Bill et exigeant qu'on lui rende sa fille. Pendant ce temps, une voiture avance, et on voit d'autres jeunes femmes assises par terre. Ensuite, un œil doré apparaît au premier plan, révélant que le temps a passé sous la lune. En s'éloignant de la voiture, elle déclare que Annette ne perdra pas son amie dans cette vie. Avec un sourire, la servante demande si elles ont entendu dire que les nobles recherchent des femmes d'aine dehors de la région. Assise à la table, elle se demande pourquoi, puisqu'on dit que les femmes du sud sont plutôt laides. Excitée, l'une d'elles envisage d'aller aussi vers le sud, disant qu'elle a fait beaucoup de recherches à ce sujet. Avec un regard complice, elle dit qu'elle connaît quelqu'un qui peut les y emmener pour une modique somme. Puis elle invite Annette et Hilda, leur demandant si elles aimeraient les accompagner. Annette décline l'invitation, affirmant qu'elle doit rester pour s'occuper de son père. Elle lui révèle que c'était la dernière fois qu'elle a vu Clara et Hilda, sans aucune nouvelle d'elle par la suite. Comprenant la situation, l'homme demande si elle a été enlevée alors qu'elle les cherchait. En silence, la servante observe, réfléchissant à sa question. Plus tard, elle lui raconte qu'elle a retrouvé Hilda et Clara dans les égouts, mais qu'elle avait perdu la raison. Il comprend pourquoi. Après tout, elle avoue qu'elle serait elle-même devenue folle en quelques jours de plus. Et donc il dit que les égouts sont un endroit terrible où les humains sont vendus ou dévorés. Disant la vérité, elle révèle qu'elle aurait pu s'échapper de là à n'importe quel moment. Pourtant, elle explique que la grille en fer qui la retenait était cassée. Derrière les barreaux, elle fixe droit devant elle. Les yeux vides. Sanglotant, elle a du mal à se retenir. Le regard rempli de douleur. Devant les barreaux, elle retrouve son amie qui semblait piégée et triste. Bouleversée, elle se dit que peut-être, si elle était restée quelques jours de plus. Tendant la main vers les barreaux, elle se souvient d'avoir laissé Clara derrière elle. Fixant l'horizon, il semble réfléchir à ce qu'il a entendu. Puis elle finit par dire qu'elle aurait tué son amie, en comprenant la situation. Il la remercie alors de lui en avoir parlé, reconnaissant à quel point ce souvenir doit être douloureux. Une main sur le menton, elle fait part d'un doute, et il demande ce que c'est. Replongeant dans ses souvenirs, elle et Clara étaient heureuses d'être ramenées. Mais Hilda était différente, disant qu'elle mourrait si elle retournait au manoir. Et elle explique que Hilda semblait craindre la mort en elle-même, et pas seulement la punition. Pensif, il dit qu'il comprend et qu'il va examiner la situation. Se tournant vers lui, la servante attend ses prochaines instructions. Bientôt, elle lui dit que Rosa soupçonne les bandits de les avoir libérés grâce à lui. Croisant les bras, il fait remarquer que Rosa est une servante très perspicace. Avec un sourire, elle répond que c'est logique car il est le seul à se soucier des servantes. Il l'observe en silence, le regard concentré et attentif. Toujours les yeux fixés sur lui, elle réalise à quel point il a l'air sérieux. Puis il l'appelle par son nom, Annette, d'un ton ferme. Il la remercie ensuite, lui montrant sa gratitude pour son aide. Mais il se ravise, disant qu'ils en parleront plus tard. Elle accepte et demande la permission de se retirer. Dans le couloir, le grincement d'une porte résonne au passage de quelqu'un. De retour dans son bureau,
il manie une épée avec une grande agilité. Il esquisse un léger sourire, dégageant assurance et mystère. Il se dit alors qu'il a trouvé un talent inattendu et envisage de lui enseigner la magie. Plus tard, au château, le jour se lève sur une nouvelle scène. En marchant dans la rue, une servante demande s'ils ont entendu parler de celles qui sont revenues. Elle explique qu'elle allait être renvoyée, mais que Isaac les a réintégrées. Se demandant pourquoi il se donne tant de mal pour elle soupçonne qu'il pourrait être intéressé. Un homme ouvre une porte et entre précipitamment. En posant quelque chose, la main de l'homme glisse prudemment sur la surface. Marchant lentement, il porte de lourdes boîtes dans un vieux couloir sombre. En arrivant sur place, un homme demande si le patron est là avec lui. Tendant les mains, il semble inviter quelqu'un à s'approcher d'un simple geste. Sur ce, il prévient qu'il n'aime pas qu'on l'appelle patron, en étant très clair. En parlant de l'endroit, un homme dit que des groupes criminels y réapparaissent toujours. Il propose donc de contrôler ces groupes et de gérer leurs activités pour maintenir l'ordre. Inquiet des conflits, l'homme demande s'il serait le premier à y rencontrer des problèmes. En découvrant la situation, il mentionne que l'ancien patron leur avait demandé de surveiller le manoir. Avec un sourire en coin, le nouveau chef se dit que Nir n'était donc pas un simple imbécile. Pensif, il se rappelle que l'ancien patron préparait toujours un tribut spécial. Surpris par la nouvelle, il demande de quel genre de tribut il s'agissait, voulant en savoir plus. Répondant à la question, il explique que c'était un tribut annuel pour les chevaliers de la région. Il révèle ensuite que les chevaliers leur offraient une protection, ce qui explique leur présence à cet endroit. Quelques jours plus tard, l'homme traverse un grand hall en réfléchissant à ses prochaines actions. Tenant une flamme, il se prépare à passer à l'action. Bondissant dans les airs, il lance une puissante attaque de feu. Il révèle ensuite que le feu n'est qu'une simple diversion. Pendant ce temps, un cristal de glace apparaît suite à l'attaque. Les attaques de feu et de glace se dirigent droit vers le miroir. Serrant le poing, il regarde les attaques fusées dans la bonne direction. Frappant sa cible, le miroir vole en éclats dans un éclair de lumière bleue. Il réalise alors que ses circuits de mana sont passés à 5. Il doit maintenant s'entraîner car il a eu de la chance lors de son combat contre Nir. En y repensant, il se rappelle que Nir avait facilement baissé sa garde. D'un ton ferme, il affirme que c'est bien lui qui a ôté la vie à l'ennemi. Allongé, il se rappelle Jonas lui parlant des ennemis de la maison Gerda. En observant, il se dit que les ennemis étaient particulièrement forts contre les mages, sachant que la chance ne lui sourira pas 2 fois. En fin de compte, il doit devenir plus fort pour protéger Goethe, peu importe le prix. Surpris, il entend une voix l'appeler jeune maître. Demandant ce qui ne va pas, il aperçoit les personnes qui sont entrées dans sa chambre. Allant chercher les vêtements, Hans obéit à l'ordre de la femme plus âgée. Se redressant, le jeune homme demande la raison de toute cette agitation. En réponse, la femme annonce avec un grand sourire que le maître est de retour. Le visage recouvert d'un linge, il écoute la nouvelle. Ayant l'air surpris. Près de son cou, le médaillon qu'il porte lui faiblement. À dos de cheval, un homme retourne au château après une longue absence. Songeur, le jeune homme se demande si son père est vraiment là.